Le message illumine ton écran après des semaines de silence. Salut, tu me manques. C'est drôle comme ils n'ont pas pu trouver 30 secondes quand tu te livrais à cœur ouvert. Mais maintenant que tu t'es tu, soudain, tu mérites leur temps. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'un des schémas les plus révélateurs de la psychologie relationnelle. Les gens ne reconnaissent souvent ta valeur que lorsqu'ils ne peuvent plus la tenir pour acquise. Ton absence les force enfin à ressentir ce que ta présence ne pouvait pas, le poids de ce que tu vaux. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à poursuivre ce qui fuit et à ignorer ce qui reste disponible? Pourquoi la même personne qui ne pouvait répondre à tes besoins développe-t-elle soudain un timing parfait quand tu cesses d'attendre? La psychologie va plus loin que les jeux ou la manipulation. Elle touche à la manière fondamentale dont les humains attribuent de la valeur. Quand quelque chose est constamment disponible, notre cerveau le classe comme garanti plutôt que précieux. Ce n'est pas seulement vrai pour les partenaires amoureux. Ça arrive avec des membres de la famille qui ignorent les limites jusqu'à ce que tu crées de la distance, des amis qui annulent les projets jusqu'à ce que tu arrêtes d'en faire, des collègues qui négligent tes contributions jusqu'à ce que tu les retires. La vérité la plus douloureuse n'est pas qu'ils s'en fichent, c'est qu'ils tiennent à toi conditionnellement, par convenance quand ça ne leur coûte rien ou quand ils sentent qu'ils perdent l'accès à toi. Leur intérêt soudain quand tu prends tes distances n'est pas un amour réveillé. C'est une peur activée, peur de perdre la sécurité émotionnelle que tu fournissais, la validation, la présence constante qu'ils n'ont jamais eu à mériter parce que tu la donnais librement, constamment, peu importe ce que tu recevais en retour. Ce schéma ne révèle pas leur nouvelle appréciation, mais la nature transactionnelle de la façon dont ils ont toujours vu votre lien. Regarde l'épreuve dans ta propre vie. L'ex qui a ignoré ton anniversaire mais t'a texté dès que tu as posté une photo avec quelqu'un de nouveau. L'ami qui a disparu pendant ta crise mais a refait surface quand tu as cessé d'initier le contact. Le membre de la famille qui a bafoué tes limites à répétition jusqu'à ce que tu crées enfin une distance significative. Leur timing n'est pas une prise de conscience magique. C'est une réponse à la perturbation d'une dynamique où tes besoins étaient facultatifs, tandis que les leurs étaient essentiels. Le confort de ton attention leur manque plus que la substance de votre connexion. Qu'est-ce qui nous attire magnétiquement vers des personnes qui ne nous valorisent qu'avec le recul? La réponse réside dans les schémas d'attachement précoces, les plans créés dans l'enfance qui programment comment nous vivons l'amour. Si tu as appris que l'affection doit être gagnée par la performance, que la connexion exige un entretien constant de ta part, ou que tes besoins comptent moins que ceux des autres, tu as créé des chemins dans ton cerveau qui interprètent l'attention inconstante comme normale. Le familier semble juste même quand ça fait mal, surtout quand ça reproduit des schémas que tu connais depuis avant d'avoir des mots pour les décrire. Ton cœur et ton cerveau fonctionnent sur des temporalités différentes. Ton cœur est peut-être prêt à se libérer des schémas de négligence, mais ton cerveau a formé des voies neuronales par la répétition. Des voies qui libèrent de la dopamine, le neurochimique de la récompense, même pour une attention accompagnée de douleur. Cela crée le piège émotionnel ultime, une compréhension intellectuelle de ta valeur associée à un attachement physiologique à des schémas qui l'animent. Les relations les plus dangereuses ne sont pas celles qui sont manifestement brisées. Ce sont les connexions presque, mais pas tout à fait. Celles avec juste assez de moments authentiques pour maintenir l'espoir en vie, alors que le schéma général reste celui de l'inconstance émotionnelle. Ces relations créent un attachement semblable à une addiction par ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent, le schéma de conditionnement comportemental le plus puissant connu. Chaque rare moment de connexion semble si significatif précisément parce qu'il suit des périodes prolongées de vide, créant un attachement plus fort que même une attention positive constante ne générerait. L'espace entre ta valeur et la façon dont il te traite, c'est dans cette brèche que ton énergie s'échappe. Chaque moment passé à analyser leur comportement, à rédiger des messages parfaits auxquels ils pourraient répondre, à revoir tes attentes à la baisse
pour éviter la déception. C'est de la force vitale détournée de ta croissance, de ton but et de tes connexions authentiques. Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu ne pratiques pas la compassion. Tu participes au démantèlement progressif de ta propre valeur. Chaque explication que tu crées pour leur absence ne démontre pas ta profondeur. Elle révèle comment tu as normalisé la négligence lorsqu'elle te vise. Tu es devenu expert dans une langue appelée rationalisation. Il est juste mauvais pour répondre aux textos, alors que tu le vois répondre immédiatement aux autres. Il traverse une période difficile, qui, curieusement, ne l'empêche jamais de s'engager dans les activités qu'il priorise. Les relations demandent du travail, mais le travail implique un effort mutuel, pas une personne portant la charge émotionnelle pendant que l'autre décide quand se montrer. Ton intelligence est devenue un handicap, créant des explications élaborées pour des vérités simples que tu comprends déjà, mais n'es pas prêt à accepter. La guérison ne se trouve pas en étant enfin valorisée par quelqu'un qui t'a constamment négligé. Elle vient de la reconnaissance que son incapacité à t'apprécier reflète ses limites, pas ta valeur. La percée n'arrive pas quand il réalise enfin ta valeur, mais quand son opinion ne détermine plus comment tu te valorises toi-même. La vraie liberté émotionnelle arrive quand sa perception de toi devient juste cela, une perspective parmi d'autres, y compris la tienne, qui porte désormais le plus de poids dans ta façon de naviguer les relations et les limites. Ton système nerveux garde des archives parfaites. Il se souvient de chaque fois que tu as vérifié ton téléphone en espérant un message. Chaque fois que tu as écrit le texto parfait, l'a effacé, l'a réécrit, essayant de trouver les mots qui le feraient enfin te voir. Chaque fois que tu t'es fait plus petit, moins demandeur, plus accommodant, contorsionnant ton moi authentique pour rentrer dans l'espace étroit qu'il te permettait. Ce ne sont pas seulement des souvenirs émotionnels, ce sont des empreintes physiques qui créent des schémas soit renforcés, soit reprogrammés par tes choix actuels. Chaque fois que tu acceptes des miettes d'attention, comme si c'était des festins, tu renforces les voies neuronales qui normalisent la privation. La vérité la plus difficile n'est pas qu'ils s'en fichent, c'est qu'ils tiennent à toi sélectivement, par convenance, quand ça correspond à leurs besoins, plutôt qu'en réponse aux tiens. Ils ne sont pas confus sur ce qu'ils ressentent. Ils ne luttent pas pour exprimer des émotions débordantes. Ils te montrent exactement ce qu'ils sont capables d'offrir, une attention qui arrive précisément quand elle les sert et disparaît quand elle demande un effort ou une gêne. Ce n'est pas de la complexité, c'est de la cohérence, une priorisation constante de leur confort sur tes besoins, déguisée en complexité pour te garder engagé et disponible. Le détachement ne consiste pas à se retirer des gens par colère. Il s'agit de voir les situations telles qu'elles sont, sans les illusions auxquelles on avait autrefois besoin de croire. Il se produit lorsque tu réalises que protéger ta paix importe plus que d'attendre que quelqu'un d'autre change. Tu cesses de courir après les explications. Tu cesses de négocier pour obtenir le respect. Tu acceptes que tu ne peux pas contrôler le comportement des autres, mais tu peux contrôler ce que tu permets de continuer. Créer de la distance ne vise pas à punir qui que ce soit. Il s'agit de donner aux deux parties l'espace nécessaire pour voir les choses plus honnêtement, sans les filtres de l'espoir ou de l'attente. Souvent, l'amour que nous cherchons sans cesse chez les autres est simplement le soin que nous n'avons pas encore appris à nous donner à nous-mêmes. La patience, le pardon et la compréhension que tu offres si facilement aux autres, ils n'ont jamais été destinés à se faire au détriment de ton propre bien-être. La durabilité dans les relations commence lorsque tu cesses de t'abandonner toi-même pour maintenir quelqu'un d'autre à l'aise. Les schémas ne guérissent pas en étant répétés. Ils guérissent lorsque tu les reconnais pour ce qu'ils sont et que tu choisis différemment. Les moments les plus révélateurs dans toute relation ne sont pas ceux où tout va bien. Ils apparaissent pendant une crise, une gêne ou un conflit, lorsque maintenir le lien demande un effort plutôt qu'un simple plaisir. Comment se montre-t-il quand tu luttes? Que se passe-t-il quand tes besoins entrent en conflit avec leurs préférences?
Font-ils de la place pour ton humanité entière ou seulement pour les parties agréables, peu exigeantes et pratiques? La vraie connexion ne se mesure pas pendant les moments forts, elle se révèle dans les mardis après-midi banals où tu n'es pas ton moi, le plus divertissant, attrayant ou accommodant. Les schémas d'attachement créent des contraintes invisibles sans serrures externes. Les barrières ne sont pas faites de circonstances, mais de peur. Peur de l'abandon, peur de ne pas être digne, peur que cette connexion imparfaite soit tout ce que tu mérites ou peux attirer. La liberté ne vient pas de trouver quelqu'un qui te traite enfin bien, mais de guérir les parties de toi qui croient que tu dois gagner l'amour par une adaptation constante. Ton parcours de guérison n'est pas linéaire. Certains jours, tu te sentiras puissant, d'autres jours, le manque reviendra comme une douleur familière. Honore les deux expériences sans jugement. Dans ces moments où tu te sens faiblir, où l'envie de tendre la main semble écrasante, fais une pause. Respire dans cet inconfort. Ce n'est pas un échec, c'est ton système émotionnel qui se recalibre, apprenant à trouver la stabilité à l'intérieur au lieu de la chercher auprès de sources externes inconstantes. Chaque fois que tu restes avec cet inconfort, au lieu de chercher immédiatement un soulagement, tu construis de nouvelles voies neuronales, reprogrammant littéralement la réponse de ton cerveau au déclencheur d'attachement. Regarde comment les gens entrent et sortent de ta vie. Le schéma révèle tout. Disparaissent-ils sans explication, puis reviennent sans reconnaissance? Reviennent-ils avec de grands gestes quand tu as enfin créé de la distance, pour ensuite s'estomper progressivement une fois qu'ils se sentent à nouveau en sécurité dans ton attention? Ce n'est pas le flux et le reflux d'une connexion authentique. C'est le cycle prévisible de la convenance émotionnelle. Ils ne luttent pas pour rester constants. Ils choisissent constamment quand être présents en fonction de leurs besoins, plutôt que d'un soin mutuel. Le schéma contient toutes les informations dont tu as besoin sur leur capacité à être un partenaire. Il y a une différence profonde entre quelqu'un qui lutte pour bien aimer, mais essaie constamment, et quelqu'un qui n'est capable d'effort que lorsqu'il craint de te perdre. Le premier reflète l'imperfection humaine œuvrant vers la croissance. Le second révèle un schéma de valorisation de la possession sur le partenariat. L'un montre un investissement dans votre connexion partagée. L'autre démontre un investissement principalement dans son confort et sa convenance. Cette distinction ne vise pas à juger. Elle vise à voir avec précision la dynamique relationnelle à laquelle tu participes afin que tu puisses faire des choix en conscience plutôt qu'en espérance. Ta valeur n'est pas théorique. Elle se démontre par des choix constants qui honorent qui tu es, pas seulement qui tu pourrais être pour quelqu'un d'autre. La vraie connexion ne nécessite pas une interprétation ou une justification constante. Elle ne te laisse pas anxieux, confus ou dans le doute sur ta place. Elle ne s'épanouit pas seulement quand c'est pratique et ne dépérit pas quand elle demande un effort. Elle est claire, constante et mutuellement nourrissante. Pas parfaite, mais présente même à travers l'imperfection. Elle n'exige pas ton absence pour être valorisée, ton retrait pour être apprécié, ton silence pour être entendu. Les schémas relationnels que tu acceptes deviennent le plan émotionnel pour ce qui suit. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de réapparaître sans aborder sa disparition, tu communiques que ton temps, ton attention et ton bien-être émotionnel sont des considérations facultatives. Chaque fois que tu l'accueilles à nouveau sans responsabilité, tu prépares le terrain pour que le même cycle se répète avec une fréquence croissante. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit d'établir des schémas qui reflètent ta valeur intrinsèque plutôt que de la saper. Il s'agit de créer des connexions basées sur le respect mutuel plutôt que sur la convenance intermittente. Quand quelqu'un te montre qu'il ne te manque que lorsque tu es parti, crois-le la première fois. Puis, avec compassion, permette-toi de partir, non pas comme une manipulation ou une punition, mais comme la reconnaissance que tu as évolué au-delà des relations construites sur la rareté émotionnelle.
Tu ne peux pas forcer une connexion là où elle n'existe pas. Quand les actions de quelqu'un te montrent qui il est, croire le contraire ne fait que gaspiller ton énergie. Accepter la réalité signifie faire confiance à ce que tu vois, au lieu de courir après ce que tu voudrais être vrai. Ta capacité à aimer mérite d'être donnée là où elle est rendue naturellement, pas là où elle nécessite une justification constante. La vraie guérison arrive quand son retour ne ressemble plus à une validation, quand tu peux témoigner de son intérêt renouvelé sans le soulagement désespéré qui l'accompagnait autrefois. Quand tu peux voir clairement que l'attention qu'il offre quand il craint de te perdre est exactement ce que tu méritais depuis le début, donnée librement, plutôt qu'offerte à contre-cœur sous la menace de ton départ. Quand tu comprends que l'amour ne devrait pas nécessiter ton absence pour être activé, ton retrait pour être apprécié, ton silence pour être entendu. Quand tu sais que ta présence actuelle est plus puissante que le souvenir qu'il idéalise pendant ton absence. Ton chemin à suivre ne consiste pas à devenir parfait ou à trouver quelqu'un qui l'est. Il s'agit d'aligner tes relations avec ton évolution, choisir des connexions qui reflètent ta croissance plutôt que de renforcer d'anciens schémas. C'est reconnaître que si le pardon guérit, le pardon répété sans changement de comportement est une permission. C'est comprendre que certaines connexions étaient destinées à des chapitres, pas à toute l'histoire de ta vie, et que leur fin n'est pas un échec, mais un achèvement, faisant de la place pour ce qui appartient authentiquement à ton prochain chapitre. Considère l'impact profond que ce schéma a sur tous les aspects de ta vie, pas seulement tes relations, mais ta perception de toi-même, ton énergie créative, ton sens des possibilités. Chaque moment passé à déchiffrer des signaux contradictoires ou à gérer le confort de quelqu'un d'autre aux dépens du tien est une énergie détournée de ton but plus profond. Le travail émotionnel, consistant à maintenir des liens avec des personnes qui ne te valorisent qu'en ton absence, crée une taxe invisible sur ton potentiel, épuisant les ressources destinées à la croissance, à la joie et à la contribution authentique. Les origines de ces schémas remontent souvent à des expériences précoces où l'amour était conditionnel, inconstant, ou exigeait que tu sois moins que ton moi complet pour recevoir des soins. Peut-être y avait-il un parent dont l'attention allait et venait de manière imprévisible, enseignant à ton cerveau en développement que la connexion est quelque chose que tu poursuis plutôt que quelque chose de fiable. Peut-être as-tu appris que tes besoins étaient secondaires, que l'harmonie exigeait ton sacrifice, que l'amour signifiait te faire assez petit pour éviter l'abandon. Ces leçons n'étaient pas des enseignements conscients, mais des absorptions atmosphériques, les manières subtiles dont ton système nerveux a appris ce qui était requis pour maintenir l'attachement même au prix de l'authenticité. La société renforce ces dynamiques à travers d'innombrables récits qui idéalisent la poursuite, le fait de mériter l'amour, la transformation requise pour être jugé digne. La culture populaire célèbre la chasse, la lutte, la personne qui réalise enfin ce qu'elle avait seulement après l'avoir perdu. Rarement voyons-nous des histoires qui honorent le pouvoir de s'éloigner des connexions qui diminuent plutôt qu'elles n'élèvent. Au lieu de cela, la persistance est présentée comme romantique plutôt que potentiellement problématique, et retournée vers quelqu'un qui ne t'a valorisé qu'en ton absence est dépeint comme triomphant plutôt que potentiellement régressif. L'aspect le plus insidieux de ces schémas est la façon dont ils déforment ta perception de ce qu'est l'amour. Lorsque la connexion a été constamment associée à l'anxiété, l'incertitude est confondue avec l'alchimie. Les montagnes russes émotionnelles de ne jamais savoir où tu en es créent une intensité facilement confondue avec la profondeur. Le soulagement qui survient lorsque quelqu'un répond enfin après des jours de silence produit une poussée neurochimique similaire à l'addiction. Ton cerveau inondé de dopamine, non pas parce que la connexion est saine, mais parce que l'absence temporaire de douleur ressemble à du plaisir en contraste.
Cette distorsion signifie que les connexions saines et constantes peuvent initialement sembler ennuyeuses ou manquer d'étincelles, simplement parce qu'elles n'activent pas le cycle stress-récompense que ton cerveau en est venu à associer à l'attachement. La distance physique crée parfois l'illusion d'une croissance émotionnelle. Lorsque quelqu'un est absent de ta vie quotidienne, ton esprit peut projeter sur lui une transformation qui n'a pas réellement eu lieu. Tu te souviens de la connexion à ces points culminants, oubliant les creux qui t'ont conduit à créer de la distance en premier lieu. Cette mémoire sélective devient le fondement d'un espoir renouvelé, que cette fois sera différente, malgré toutes les preuves, suggérant que les schémas restent inchangés. La transformation réelle n'est pas démontrée par des promesses ou des changements momentanés lorsqu'ils craignent de te perdre, mais par des changements comportementaux constants qui persistent même lorsqu'il n'y a aucune menace de ton départ. Le travail émotionnel que tu investis est invisible mais épuisant. Le suivi mental de leurs humeurs, la surveillance attentive de tes propres réactions authentiques pour éviter de déclencher leur retrait, l'évaluation constante pour savoir si aujourd'hui est un jour où ils peuvent gérer tes besoins ou si tu devrais une fois de plus les mettre de côté. Ce n'est pas un partenariat, c'est un poste de gestion émotionnelle à temps plein pour lequel tu n'as jamais postulé, mais pour lequel tu te retrouves à faire des heures supplémentaires pour le maintenir. La bande passante mentale, consommée par ces calculs, est de l'énergie volée à ta créativité, ta croissance, tes connexions authentiques avec ceux qui te valorisent constamment. Ta capacité d'espoir est à la fois ta plus grande force et ta plus grande vulnérabilité. Elle te permet de voir le potentiel, de croire en la croissance, d'offrir des chances qui mènent parfois à une belle transformation. Mais sans discernement, cette même qualité te maintient investi dans des connexions bien après leur date d'expiration. L'espoir sans preuve devient une forme d'auto-illusion, un beau mensonge qui semble meilleur que la vérité compliquée. La chose la plus aimante que tu puisses faire pour toi-même est de distinguer l'espoir réaliste basé sur des preuves constantes et la pensée utopique basée sur le potentiel ou des moments isolés de connexion. Beaucoup de relations survivent par inertie plutôt que par soutien mutuel, continuant non pas parce qu'elles sont saines ou épanouissantes, mais parce que y mettre fin demande un inconfort immédiat plus grand que de les maintenir. Ce calcul ignore le coût cumulatif de rester, la diminution progressive de tes attentes, l'érosion subtile de ton authenticité, la déception silencieuse qui devient si familière que tu cesses de la reconnaître comme de la douleur. Parfois, le choix le plus courageux est de perturber cette inertie avant qu'elle ne t'éloigne davantage de toi-même. L'intensification temporaire de la douleur qui accompagne la rupture des schémas est un investissement dans ta paix future plutôt qu'une punition à endurer. Regarde ta communication numérique avec quelqu'un qui ne te valorise qu'en ton absence. Remarque non seulement le contenu, mais le moment, des messages qui arrivent à leur convenance indépendamment de ton emploi du temps ou de tes besoins. Remarque les sujets, les conversations qu'ils initient lorsqu'ils cherchent un soutien émotionnel par rapport à tes tentatives de discuter du schéma lui-même. Remarque l'effort, les explications élaborées que tu fournis par rapport à leur réponse minimale. Ce n'est pas trop penser, c'est la reconnaissance de schémas, une compétence nécessaire pour briser des cycles qui sont devenus si familiers que tu as cessé de les voir clairement. La preuve de leur capacité de connexion n'est pas cachée. Elle est documentée en texte brut, attendant que tu la lises sans le filtre de ce que tu souhaiterais qu'elle dise. Le corps garde les comptes dans les relations où tu n'es valorisé qu'en ton absence. Le nœud à l'estomac en vérifiant les messages. La respiration superficielle en attendant les réponses. Les maux de tête dus à la tension de surveiller tes mots pour éviter de paraître trop. Ces symptômes physiques ne sont pas des inconvénients mineurs, mais l'intelligence de ton corps communiquant ce que ton esprit pourrait encore rationaliser. Que la connexion telle qu'elle existe est activement nuisible à ton bien-être. Ton système nerveux répond à ces dynamiques
comme des menaces, précisément parce qu'elles menacent quelque chose de fondamental. Ton sentiment de sécurité dans la vulnérabilité, ta confiance en tes propres perceptions, ta croyance en ta valeur inhérente de soins constants. Le vrai détachement commence par la curiosité plutôt que par le jugement. Qu'est-ce qui continue de t'attirer vers des connexions où tu n'es valorisé qu'avec le recul? Qu'est-ce qui te semble familier dans ce schéma? Que signifierait croire, vraiment croire, que tu mérites la constance sans avoir à la gagner par le retrait? Ces questions ne sont pas accusatrices, mais exploratoires, t'invitant à comprendre les racines des schémas qui ne te servent plus. Cette compréhension ne vise pas à attribuer la faute, mais à reconnaître que ce qui a commencé comme des mécanismes de survie adaptatifs dans un contexte peut être devenu des croyances limitantes dans un autre. La pratique de reprendre ton pouvoir commence par de petits choix constants qui honorent ta valeur. C'est laisser reposer un message jusqu'à ce que tu sois dans un état centré pour répondre plutôt que de tout laisser tomber pour répliquer immédiatement. C'est faire des plans qui ne tournent pas autour de leur disponibilité potentielle. C'est exprimer tes besoins directement plutôt que d'espérer qu'ils comprendront intuitivement ou se soucieront assez pour demander. C'est reconnaître que même si l'inconfort peut accompagner ces choix initialement, la paix suit lorsque tes actions s'alignent sur ta valeur. Chacun de ces choix crée de nouvelles voies neuronales qui remplacent progressivement l'ancienne programmation qui assimilait l'attention inconstante à l'amour. Parfois, le signe le plus clair de croissance n'est pas de trouver quelqu'un qui te traite mieux, mais de remarquer à quelle vitesse tu reconnais et te désengages des schémas qui t'auraient autrefois capturé pendant des mois ou des années. Les relations qui ne t'attirent plus deviennent un marqueur de guérison, aussi significatif que les connexions plus saines que tu commences à former. Les anciennes dynamiques qui semblaient autrefois magnétiquement familières commencent à sembler évidemment désalignées, non pas par compréhension intellectuelle, mais par un véritable discernement émotionnel, ton système ne confondant plus l'intensité avec l'intimité, l'anxiété avec l'attraction, le soulagement avec l'amour. Quand quelqu'un te montre qu'il ne te manque que lorsque tu es parti, crois-le la première fois. Puis doucement, avec compassion, permets-toi de partir, non pas comme une manipulation ou une punition, mais comme la reconnaissance que tu as évolué au-delà des relations construites sur la rareté émotionnelle. Ceci n'est pas abandonner l'espoir pour eux, c'est abandonner l'illusion que leur capacité de connexion est différente de ce qu'ils ont constamment démontré. C'est accepter la réalité non pas comme une limitation, mais comme une information clarifiante qui te permet de diriger ta belle capacité d'aimer vers ceux qui sont prêts à la recevoir et à y répondre. Si ces mots ont résonné en toi aujourd'hui, rejoins notre communauté en cliquant sur s'abonner. Ton voyage vers l'indépendance émotionnelle ne se fait pas seul. Des milliers reprennent leur pouvoir à tes côtés. Laisse un like si tu es prêt à être valorisé pour ta présence, pas seulement regretté en ton absence, et regarde la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant pour la prochaine étape de ta transformation.